on a décidé de ne pas en rester là et quelques mois après l'invasion, on voulait donner la parole à nos partenaires ukrainiens parce qu'on avait commencé à entamer des discussions avec eux, avec elles en l'occurrence. On s'est dit ce serait quand même intéressant d'avoir leur ressenti par rapport à la situation. On avait donc organisé une conférence à l'université Champollion en partenariat avec eux pour donner la parole aux Ukrainiens. Suite à cette conférence, on a établi un partenariat avec l'association Aralia, qui, eux, étaient en charge de l'accueil des réfugiés ukrainiens dans le Tarn. Et on a décidé de faire participer plusieurs étudiants réfugiés ukrainiens initialement à notre French Summer School. Donc entre 2022 et 2026, on a reçu entre 20 et 25 étudiants ukrainiens pour des périodes courtes à l'école, mais dans le but pour eux d'améliorer leur français. Ensuite, donc, on a décidé de présenter un partenariat Erasmus en février 2026. Donc, ça fait quelques mois. On a candidaté à un projet Erasmus. Notre objectif, c'est de réactiver un petit peu la coopération avec cette université. On a donc signé l'accord de partenariat et on espère, si le projet est lauréat en juillet, pouvoir recevoir des étudiants, du personnel académique de l'université de Dnipro, ici à Albi. L'objectif aussi, ça c'est pour l'historique. L'objectif aussi, c'était de donner la parole aux Ukrainiens 4 ans après le début de la guerre. 4 ans, c'est long. Je ne sais pas si vous vous souvenez où est-ce que vous étiez il y a 4 ans, ce que vous faisiez, mais vous étiez certainement pas à l'école des mines d'Albi. Et 4 ans de guerre, c'est extrêmement long. On en entend parler dans les médias de temps en temps. L'actualité étant brûlante en ce moment, on parle peut-être un petit peu moins de l'Ukraine que de certaines autres régions du monde, mais on voulait leur redonner la parole. Leur redonner la parole parce que, avec le prisme de ma vie d'étudiante, déjà ce sont 3 femmes qui vont s'exprimer en français, qui plus est, et elles vont nous raconter comment fonctionne une université dans un pays en guerre, en Ukraine aujourd'hui, à quelques kilomètres des lignes de front. Pourquoi l'université aussi? Parce que en fait, une université, quand on est à l'université, quand on étudie, c'est qu'on a un projet d'avenir. L'université, c'est un investissement sur l'avenir. Donc, comment est-ce que, malgré le contexte, malgré les risques pour elles, elles ont encore cette volonté d'étudier, d'enseigner, de faire fonctionner une université. Alors on va pour cela accueillir 3 personnes. Ce sera d'abord c'est Daria Boukrieva qui va s'exprimer. Elle est professeure, elle est un doctorat d'économie et professeure au département d'économie, d'analyse économique et finance de l'université de Dnipro. Ensuite ce sera au tour d'Anastasia qui est doctorante et qui travaille en parallèle à la DAI, la Direction des Affaires Internationales, donc mon homologue de Dnipro. Et enfin Sofia Kravchenko, qui est étudiante dans 3e année de marketing. Donc, je vais essayer de partager de la bonne présentation et je vais leur laisser la parole. Dalia, c'est à vous. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et pour cette initiative. Et avant de commencer à présenter notre université et notre vie quotidienne, je voudrais dire une chose, je crois, importante. En Ukraine, parler français, ce n'est pas une histoire très classique. La plupart des gens apprennent l'anglais à l'école et c'est la langue étrangère la plus courante. Donc, pour nous, le français, c'est souvent un choix plus personnel et plus spécial. Et pour moi aussi, c'est une histoire personnelle. Quand j'étais enfant, j'ai vécu au Maroc pendant 5 ans avec ma famille. Mon père travaillait là-bas, à Casablanca. Et aujourd'hui, des années plus tard, je suis ici avec vous et je parle français pour vous raconter une histoire très différente. L'histoire de notre vie en Ukraine aujourd'hui. Alors, je représente Dnipro Université de technologie en Ukraine. Je suis professeur et je travaillais aussi dans l'administratif de l'université. Pendant 2022-2024, j'étais le chef de département d'économique, analyse et de finance. Et pendant 2025, j'étais vice-rectrice de développement stratégique de notre université.
Et aujourd'hui, je voudrais vous parler non seulement de notre université, mais surtout de notre réalité. Comment nous vivons, travaillons et apprenons pendant la guerre. Notre réalité aujourd'hui est très différente de ce que vous connaissez. Depuis 2022, l'Ukraine vit une guerre à grande échelle. Pour nous, ce n'est pas quelque chose que paraît loin de réalité. Ce n'est pas seulement une formation dans le média. C'est notre vie quotidienne. Nous vivons avec des alertes presque tous les jours. Elles peuvent commencer à tout le moment, pendant les cours, pendant les réunions ou les examens. Parfois, ce sont des attaques de missiles. Dans ces moments-là, nous devons arrêter nos activités et nous déplacer vers des abris. À cela s'ajoutent les coupures d'électricité, pourtant en hiver, pendant plusieurs heures ou même plus longtemps, cela signifie aussi le froid. Parfois, il n'y a ni lumière, ni chauffage, ni Internet. Certaines universités et écoles en Ukraine ont été endommagées ou même complètement détruites. Vous pouvez voir ça en slide. Et pourtant, malgré tout cela, les étudiants continuent à apprendre, les enseignements continuent à enseigner et les universités continuent à fonctionner. Et c'est exactement cela que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. S'il vous plaît, oui, merci. Notre université, Dnipro Université de Technologie, a plus de 125 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 étudiants et plus de 100 programmes éducatifs. Mais aujourd'hui, la plus importante, ce n'est pas les chiffres. La ville de Dnipro, où est située notre université, est une grande ville industrielle. Et elle se trouve relativement proche du front. C'est environ 80 kilomètres de la ligne de front aujourd'hui. Cela veut dire que nous ressentons la guerre très directement. Mais malgré cette proximité, notre université continue à fonctionner à 100%. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours confortable, mais quand même, c'est possible. Et pour nous, c'est très important. S'il vous plaît, la slide suivante. Quand la guerre a commencé, le 24 février 2022, tout a changé en une nuit. Je me souviens très bien de ce moment. Le matin, nous nous sommes réveillés avec des explosions. Et dans les premiers jours, il y avait beaucoup de peur et beaucoup de l'incertitude. Beaucoup de nos collègues et de nos étudiants ont quitté la ville. Certains sont partis dans l'ouest de l'Ukraine. D'autres ont quitté le pays. C'était une période où personne ne comprenait vraiment ce qui allait se passer ensuite. Le processus éducatif, dans ce moment-là, s'arrêtait, mais seulement pour 2 semaines. Ces 2 semaines étaient nécessaires pour comprendre comment continuer dans ces conditions, nouvelles conditions. Tout le monde était en stress. Mais après ces 2 semaines, nous avons repris online. Heureusement, nous avons déjà cette expérience après le Covid. Donc, techniquement, nous étions prêts. Mais émotionnellement, c'était complètement différent. Bien sûr, nous avons dû changer beaucoup de choses dans notre façon de travail. Aujourd'hui, notre système est très flexible. Nous utilisons des formats hybrides. Nous combinons le présentiel à l'université et l'enseignement online. Nous adaptons constamment les horaires. Par exemple, si une alerte commence pendant un cours, nous arrêtons. Tous les étudiants vont dans un abri. Et je me souviens d'un moment très concret. Pendant mon cours, un étudiant m'avait écrit après 15 minutes de cours: je suis désolée, je dois partir,
parce que ma ville est sous l'attaque. Mais il est écrit encore qu'il va étudier tout le matériel seul. Et c'est notre réalité. Ce que je veux dire, c'est que chaque jour, nous devons nous adapter, mais chaque jour, nous continuons. S'il vous plaît, la slide suivante. Je pense que ce qui est important de dire, ce n'est pas seulement le fait que nous continuons, mais aussi comment nous continuons de travailler pendant la guerre. La guerre a changé notre université, mais elle a aussi accéléré certains changements positifs. Oui, positifs changements. Aujourd'hui, comme vous voyez sur le slide, l'université est devenue un espace de résilience. Nous travaillons beaucoup avec les communautés. Nous développons beaucoup de nouvelles approches éducatives. Par exemple, Service Learning, où les étudiants travaillent avec des communautés réelles et essayent de résoudre des problèmes concrets. Nos étudiants ne sont plus seulement des étudiants, je veux dire. Ils deviennent plus responsables, plus engagés. Ils comprennent mieux pourquoi ils apprennent. Ils voient le lien entre leurs études et la vie réelle. Et dans les conditions de la guerre, cela devient encore plus important. Et je voudrais aussi dire quelques mots sur l'état d'esprit. Malgré toutes les difficultés, les étudiants sont très motivés. Pour eux, l'éducation n'est pas seulement une obligation, c'est une valeur. C'est quelque chose qui donne du sens et de la stabilité dans une situation très incertaine. Deuxième changement, c'est que nous renforçons les partenaires internationaux. Pour nous, la coopération internationale joue un rôle très important. Les échanges, les projets communs, le soutien de partenaires européens, tout cela nous aide beaucoup. Cela nous donne non seulement des ressources, mais aussi un sentiment que nous ne sommes pas seuls. Encore un changement, c'est la coopération avec le business est devenue beaucoup plus forte après 2022. Les entreprises comprennent aujourd'hui très bien que sans l'investissement dans l'éducation, il n'y aura pas de spécialistes demain. Donc, nous travaillons ensemble, nous créons des opportunités pour les étudiants. Et encore, un choix très important pour moi très important, c'est sentiment de communauté dans l'université existait déjà devant la guerre. Mais la guerre l'a rendu beaucoup plus fort. Nous avons appris à travailler encore mieux ensemble. La collaboration dans les équipes s'est renforcée. Nous ne soutenons plus qu'avant. Les collègues, les étudiants, aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement une université. Nous sommes une vraie communauté. Et encore une slide, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, en Ukraine, je crois que l'éducation n'est pas seulement un process académique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une façon de rester fort. C'est une façon de continuer à avancer. C'est une façon de construire l'avenir, même dans les conditions très difficiles. Et je pense que le message principal que je voudrais laisser aujourd'hui est très simple. Nous n'avons pas arrêté. Nous avons changé. Nous nous sommes adaptés. Et quand même, nous continuons. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, je donne la parole à mes collègues qui vont parler chacune leur histoire personnelle. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Je veux dire de mon expérience de travail et d'études pendant la guerre en Ukraine.
Peut-être sera un peu massif, l'information un peu massif pour vous. Mais je suis coordinatrice de la mobilité académique des étudiants et du personnel à notre université et aussi je suis une doctorante en première année en philosophie à Dnipro-Tech. En ce qui concerne mon travail, je fais partie du bureau de mobilité académique internationale, qui est l'unité du centre de coopération internationale de notre université. Aussi, dans ce centre, nous avons beaucoup de bureaux. D'autres bureaux, c'est les projets internationaux, le marketing international et aussi les communications. Et cette visuel, c'était préparé par notre équipe de marketing international. On les remercie beaucoup pour ça. En pratique, mon travail est assez similaire à celui de mes collègues dans les bureaux internationaux d'autres universités en Europe aussi. Je suis responsable de coordination des mobilités académiques à court et à long terme pour les étudiants et pour le personnel. Cela comprend la gestion des documents officiels pour leur mobilité, la communication avec les représentants des facultés et les doyens. Comme beaucoup de mes collègues, nous travaillons en multitâche. En plus de la coordination de mobilité, je participe aussi un peu aux projets internationaux. J'ai de l'expérience dans le travail administratif, dans les initiatives différentes de Commission européenne et l'enregistrement officiel de ces projets internationaux. Nous aussi participons à des activités publiques avec notre étudiant, par exemple des rencontres avec les étudiants pour les rencontrer de notre possibilité de mobilité académique et répondre à leurs questions. Ma langue principale de travail est bien sûr l'anglais et je parle français un peu. Enfin, c'était la première langue étrangère à l'école. Aujourd'hui, j'utilise surtout l'anglais, mais cet événement est une opportunité excellente de pratiquer mon français un peu. Merci aussi. Merci beaucoup. En ce qui concerne mes études, je suis un doctorant de première année en philosophie et mes intérêts scientifiques, c'est l'intelligence artificielle, les éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle et aussi la prisme de la philosophie de procession. C'est un domaine que je suis encore en train d'explorer. En tant que doctorant, mes tâches principales sont mener mes recherches, travailler sur ma thèse, bien sûr, et continuer à apprendre. En Ukraine, le doctorat dure 4 ans. Les 2 premières années sont consacrées à la formation avec les cours et avec les séminaires et les 2 dernières années sont dédiées à la rédaction de la thèse. Et à la fin, il faut soutenir sa thèse pour obtenir le diplôme. Le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Passons maintenant aux défis. La ville de Dnipro se situe dans l'est de l'Ukraine, près de la zone d'action militaire. Cela implique plusieurs difficultés, les alertes aériennes constantes, des attaques de missiles et des coupures d'électricité. Pourquoi ces coupures d'électricité ont-elles lieu? Principalement parce que notre pays essaie de protéger ses ressources énergétiques. Lorsque la Russie lance des missiles, il ne vise pas seulement les militaires, mais aussi les infrastructures critiques, des centrales électriques, des installations énergétiques, des entrepôts et même des infrastructures civiles et des hôpitaux. Il est parfois très difficile d'intercepter tous les missiles ou drones, surtout lorsqu'ils sont lancés en grand nombre et en même temps. Dans ce contexte, les coupures d'électricité, c'est comme la mesure de protection. Une centrale à l'arrêt est moins vulnérable qu'une centrale en fonctionnement. Ou une frappe pourrait provoquer des explosions ou dommages beaucoup plus graves.
Avec le temps et sous les attaques constantes contre les infrastructures, il devient difficile de produire assez d'électricité pour que les villes fonctionnent normalement. C'est pourquoi des coupures prévues sont mises en place pour limiter la consommation d'électricité et aussi les coupures d'urgence pendant les attaques massives. Tout cela crée une réalité très difficile pour les Ukrainiens. Nous devons organiser notre travail, nos études et notre vie quotidienne en fonction des heures où l'électricité est disponible. Parfois, les coupures peuvent durer 8 à 9 heures, suivies seulement 2-3 heures avec la lumière et puis encore une longue coupure. Le plus grand défi apparaît en hiver. Beaucoup de choses dépendent de l'électricité. Et quand elles disparaissent, ça signifie on n'a pas de lumière, pas d'appareil électrique, pas de bouilloire, pas de cuisinier, pas de réfrigérateur. Le chauffage peut également être coupé, car les systèmes qui fournissent la chaleur dépendent aussi de l'électricité. Sans électricité, la température dans des appartements baisse et il en va de même pour l'eau. Sans électricité, les stations de pompage ne fonctionnaient pas. Sur le slide, vous pouvez voir quelques photos prises par moi et par mes collègues. Par exemple, cette photo avec 13 degrés, c'est la température de mon appartement cet hiver. Certaines personnes avaient encore parfois moins de 10 degrés. À l'université, dans certains bâtiments, la température pouvait baisser jusqu'à environ 5 degrés Celsius. Les solutions sont simples, mais pas faciles. On s'habille chaudement ou on bouge. Personnellement, j'ai une cuisinière à gaz chez mon appartement, ce qui me permet de me préparer du thé ou du café chaud. Une autre photo montre mes collègues à Dniprotec pendant l'hiver, qui a été assez rude. Notre université a ouvert les espaces de résilience dans quelques de ces bâtiments. C'était des espaces où chacun pouvait venir se réchauffer, boire quelque chose chaud et recharger ses appareils. Un autre problème important, c'est l'absence de connexion mobile et de l'Internet. Lorsque l'électricité est coupée, les antennes ne fonctionnent plus correctement et il est possible de rester sans connexion pendant une journée entière, voire plus. Il y a 1 ou 2 ans, Dnipro a connu une panne majeure qui a duré 5 jours dans quelques quartiers de notre ville. Pas électricité, pas d'eau, pas de communication. C'était en été, ce qui rend la situation un peu plus tolérable. Avec tout cela, imaginez devoir organiser toute votre journée en seulement quelques heures d'électricité disponible. Imaginez comment un étudiant termine son devoir pour demain dans ces conditions. Et un enseignant aussi qui doit corriger ses devoirs dans les mêmes circonstances. Ou encore écrire des emails à des partenaires internationaux ou finaliser des rapports financiers sous des attaques de missiles. Cela semble impossible, et pourtant les Ukrainiens s'adaptent. Ce sont des conditions auxquelles les Ukrainiens sont confrontés chaque jour, particulièrement en hiver, qui est la période la plus difficile. Cela faisons-nous pour continuer malgré tout. Cela nous amène à la notion de, s'il vous plaît, le slide suivant. Merci. Cela nous amène à la notion de résilience et durabilité. Pour aider le personnel et les étudiants à faire face aux coupures d'électricité et absence de chauffage, et pour assurer le fonctionnement propre de notre université en pleine capacité, Dniprotec utilise des ressources alternatives d'énergie, les panneaux solaires et les générateurs. Ces équipements ont été acquis grâce au soutien de nos partenaires. Il permet de maintenir l'électricité dans les bâtiments de l'université, même en cas de coupure prolongée. Bien sûr, la situation devient plus compliquée et il est parfois nécessaire de concentrer l'énergie disponible sur 1 ou 2 bâtiments seulement, au lieu de tous les 8 bâtiments de notre université. Par exemple,
lorsqu'il n'y a pas d'électricité dans tout le quartier de notre ville et que les batteries solaires ne peuvent pas se recharger faute de soleil. Dans ce cas-là, le bâtiment numéro 10 devient un véritable espace de résilience pour toute université. Beaucoup de photos que vous voyez dans cette présentation et dans cette slide ont été prises dans les bâtiments numéro 1 et numéro 10. Le bâtiment numéro 10 est le plus chaud en hiver, c'est pourquoi plusieurs services y temporairement relocalisés. Bureau de comptabilité, les ressources humaines, la chancellerie, les doyennés. Notre centre de coopération internationale travaille également en hiver dans le bâtiment numéro 10 et accueille parfois d'autres services comme le bureau de communication ou le service des études doctorales. Lorsqu'ils ont besoin d'électricité, d'ordinateurs ou d'imprimantes. Dniprotec applique une stratégie visant à réduire la présence physique lorsque la situation sécuritaire se dégrade ou lorsque les coupures d'électricité affectent aussi nos infrastructures. Même avec des sources alternatives, il n'est pas toujours possible de recharger les équipements à temps. La solution est format hybride ou format en ligne. Comme un membre du personnel administratif et comme une doctorante, j'utilise les outils de Microsoft fournis par l'université. Les réunions et les événements, comme les conférences, se déroulent en format hybride, permettant de participer en ligne ou en présentiel. Les études sont aussi organisées de manière hybride, avec une préférence de l'enseignement en ligne via les plateformes Teams et Moodle. En hiver, lorsque les coupures d'électricité ne sont pas synchronisées entre les étudiants et les enseignants, les cours peuvent aussi être asynchrones. Cela signifie que les cours sont enregistrés et les étudiants qui n'ont pas pu y assister peuvent les visionner plus tard et faire les devoirs. De même, si un enseignant ne peut pas donner un cours à l'heure prévue, il prépare des supports ou enregistre sa leçon à l'avance. On peut dire qu'à Dniprotec, nous faisons tous les grands efforts pour construire une véritable communauté. Pas seulement académique, mais une université qui fonctionne comme une famille. Nous nous soutenons mutuellement dans ces moments difficiles et malgré tout, notre université continue de fonctionner à pleine capacité grâce aux efforts considérables de notre équipe. Slide suivant, s'il vous plaît. Encore une fois, sur ce slide, vous pouvez voir notre message principal. Nous cherchons à nous encourager les uns les autres, à construire une communauté, à faire face aux défis et à le surmonter. L'université met à disposition de nombreux espaces de coworking pour ceux qui n'ont pas de sources énergétiques chez eux, pour travailler, étudier ou communiquer avec leurs collègues et leurs amis. En hiver, on pouvait voir des dizaines de personnes dans ces espaces, notamment dans l'espace Unica, dans le bâtiment numéro 10. Encore une fois, étudiants, personnel administratif et même des professeurs. Certains travaillaient sur leurs devoirs, d'autres sur les documents, d'autres encore donnaient les cours ou participaient à des conférences en ligne. Pour faire face aux alertes aériennes qui peuvent se produire de 1 à 10 fois par jour et durer de 30 minutes jusqu'à une journée entière, Dniprotec dispose d'abris souterrains. Ces abris sont bien équipés et peuvent accueillir des groupes de 40 à 50 personnes. Ils permettent de réduire des risques en cas de frappe aérienne. Ces dernières années, nous avons même commencé à organiser des petits événements directement dans ces abris. Cela permettait de gagner du temps et se réduire le stress car il n'est plus nécessaire d'interrompre les activités pour s'y rendre en cas alerte. Bien sûr, les grands événements comme les rentrées ou les concerts organisés par notre conseil des étudiants ont toujours lieu dans les espaces plus larges, mais les abris restent accessibles à tout moment. Malgré la guerre, nous encourageons les étudiants à participer à la vie sociale de l'université, tout en respectant les règles de sécurité.
Le conseil étudiant organise des différents événements comme les concerts ou des spectacles humour. Il est difficile d'imaginer à quel point ces moments peuvent aider à garder le moral, voire à l'améliorer dans les conditions aussi difficiles. Nous sommes également très fiers de nos étudiants qui participent à des activités scientifiques et innovatives. Ils mènent leurs recherches dans les laboratoires de notre université, participent à les concours variés, publient les articles scientifiques et prennent part à les olympiades de les domaines différents. Le slide suivant, s'il vous plaît. En plus des activités sociales et scientifiques, nous encourageons activement nos étudiants et notre personnel à participer aux mobilités académiques et s'impliquer dans les projets internationaux. Aujourd'hui, pour les Ukrainiens, la mobilité académique, ce n'est pas seulement une opportunité d'étudier à l'étranger avec la reconnaissance des crédits. C'est aussi une possibilité de relâcher l'attention constante, de découvrir un nouvel environnement avec les cours en présentiel, des échanges directs et une sécurité. C'est aussi une expérience où l'on peut pour un moment vivre sans couvre. Oui. Maintenant, j'ai les coupures d'électricité prévues dans ce moment. OK? Non, ça va, ça fonctionne. OK. Je continue. On t'entend bien. Oui. Mais, vous voyez que simplement, c'est une minute pour moi pour le Pas de focus. souci. La mobilité académique, c'est aussi une opportunité pour notre étudiant de vivre sans couvre-feu, sans alerte aérienne, sans la peur permanente des attaques. Simplement, se concentrer sur les études, la vie sociale et rencontrer de nouvelles personnes avec qui partager son expérience et son histoire. Les mobilités académiques sont également une occasion très importante pour nos étudiants et notre personnel de représenter micro-universités de technologie à l'international et de sensibiliser à la réalité de notre vie quotidienne en Ukraine. Mais l'objectif n'est pas de susciter la pitié, pas du tout. Notre message est différent. Malgré la guerre, malgré les défis constants, nous ne n'arrêtons pas. On construit une communauté, on évolue, on s'adapte. On représente Dniprotech au sein des alliances universitaires européennes et on coopère avec des universités en Pologne, en Allemagne, en Italie, en Suède et dans de nombreux autres pays. Sur ce slide, vous pouvez voir quelques chiffres illustrant notre activité internationale. 36 projets internationaux actifs et plus 8 l'année dernière. Dans les programmes tels que Horizon Europe, Erasmus+, Digital Europe. Vous pouvez aussi voir les statistiques de mobilité pour les étudiants et pour les enseignants pour l'année académique dernière. L'objectif principal de tous ces efforts est de renforcer la sensibilisation à la situation en Ukraine et de développer des échanges de connaissances et de bonnes pratiques pour la future reconstruction de notre pays. Malgré tous les défis, nous continuons, nous ne arrêtons pas. C'est tout pour moi. Merci pour votre attention et maintenant Sofia Kravchenko peut présenter ça. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Je veux vous remercier pour l'invitation. Je veux dire que je suis très ravie d'être là maintenant et d'avoir une opportunité de partager mon expérience personnelle comme une étudiante. Mes collègues ont déjà raconté beaucoup de notre université et j'espère que mon histoire sera aussi si intéressant. Ok, tout d'abord, je voudrais me présenter.
pour que vous puissiez mieux comprendre ma situation. 2023 était l'année où j'ai fini ma terminale et le choix crucial de mon futur domaine d'études a pesé sur mes épaules. C'était la deuxième année de la guerre à grande échelle et tout était encore très chaotique. Ainsi, mes amis et moi, comme la plupart des gens pendant cette période instable, avons pris des décisions très différentes, faute de confiance en l'avenir. Par conséquent, nous nous sommes retrouvés dans des pays et des contextes différents. C'est toujours difficile de se séparer de ce proche, mais c'est la réalité que les milliers des Ukrainiens qui doivent quitter leur maison pour fuir le danger. Dès le début, mon expérience universitaire a été incomplète, puisque l'apprentissage se faisait principalement en ligne et parfois en format hybride. Vous savez tous ce que c'est, car le monde entier l'a subi pendant la pandémie de Covid. Mais pour nous, cette période ne s'est jamais terminée. Les alertes aériennes incessantes nous obligent à nous réfugier dans les abris, si bien que nous n'avions que très peu de cours en présentiel. Beaucoup d'étudiants sont partis à l'étranger et ne pouvaient donc pas être présents physiquement. La plupart d'entre nous se connaissent à peine. La culture universitaire et les liens qui l'ont y créé sont souvent essentiels pour la vie adulte. Il est important de vivre cette expérience et d'en tirer le meilleur. Mais malheureusement, nous avons été privés de cette opportunité dès le départ à cause du contexte de guerre. Néanmoins, l'université et les étudiants eux-mêmes essayent de le compenser en organisant de nombreux événements. Par exemple, vous pouvez voir, j'ai pris part à un événement caritatif où on fabriquait les bougies de tranchées. C'est la première image, si vous voyez. Par ailleurs, mon département organisait régulièrement des rencontres avec des professionnels issus de différentes entreprises afin d'échanger sur leur expérience et de discuter des enjeux actuels. Comme ça, mes études ont commencé. Les alertes sont devenues habituelles très rapidement. Dans un moment, on est plongé dans une lecture et l'instant d'après, une nouvelle alerte nous interrompt. On s'arrête et va à l'abri parce que les Russes ont fait décoller leurs avions de chasse ou on lancé les balistiques. Mais en parlant de l'abri, est-ce un vrai abri? Parce que pour moi, non, c'est juste le couloir qui peut nous protéger d'une petite explosion et pas plus. Pendant que nous nous y trouvons, nous écoutons du bruit dehors en essayant de comprendre quel type de danger nous sommes en train d'affronter. Est-ce des drones ou des missiles? Désormais, nous les reconnaissons au bruit qu'ils émettent. En même temps, nous cherchons des informations en ligne pour localiser les impacts. Parfois, les alertes durent toute la journée, avec seulement de courtes pauses. Et parfois, il n'y en a pas du tout. Il est impossible de prévoir comment la journée va se passer, tout comme il est impossible d'être sûr de ses plans pour le lendemain. Mais on ne s'arrête pas, on s'adapte toujours, constamment. Alexis, pourriez-vous changer le slide? J'ai décidé de consacrer une partie à ce sujet, car je pense que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Ukraine au début de cette année. Mais sinon, je vais vous raconter. Cet hiver a été une véritable épreuve pour les Ukrainiens, pour nous, pour tout. Les températures inhabituellement basses combinées à des bombardements massifs de notre infrastructure critique. Cela fait déjà plusieurs années que la Russie intensifie ses attaques de drones et des missiles contre les centrales. Peut-être, Pardon. Dalia, Anastasia, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Allez-y, C'est Sophie. pas notre micro, c'est Ah, quelqu'un autre. Oui. Ok, excusez-moi. Ok. Alors, Russie intensifie ses attaques de drones et de missiles contre les centrales électriques et les postes de transformation pendant les périodes de froid, afin de nous priver d'électricité et de chauffage.
Par conséquent, les coupures d'électricité font partie de notre quotidien de novembre à mars. Elles permettent de réduire les charges sur le système énergétique et de répartir l'électricité disponible. Mais cet hiver, à cause d'attaques plus fréquentes et plus massives, l'électricité pouvait être absente de 12 jusqu'à 20 heures par jour. Imaginez une routine comme celle-ci. Vous vous réveillez sans électricité, il fait moins 10 degrés dehors et à peine plus 15 degrés dans l'appartement. Vous mettez tous les pulls que vous avez et vous avez de la chance s'il y a de l'eau et une cuisinière à gaz. Ce n'est pas le cas pour tout le monde et beaucoup de monde ne peut pas même prendre un petit déjeuner chaud. Pendant les rares heures où il y a de l'électricité, on doit tout faire. Cuisiner, faire le ménage, charger les batteries externes, les torches portables, les téléphones. Certains utilisent les centrales électriques portables, mais malheureusement, ce n'est pas accessible à tout le monde à cause de prix pas bas. L'apprentissage devient aussi plus compliqué. Internet et les communications mobiles sont instables, les appareils se déchargent, les cours sont interrompus. Cela concerne autant les étudiants que les enseignants. Pour le moment si difficile, on a créé ce qu'on appelle les points de résilience, des espaces publics où on peut se réchauffer, charger des appareils, boire du thé chaud et avoir accès au Internet. Notre université est devenue l'un de ces lieux offrant électricité et chaleur à tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, les générateurs sont partout. Dans les bureaux, les commerces, les cafés, les centres commerciaux, les postes et les banques. Nous nous adaptons, faisons de notre mieux pour continuer de travailler. Toute la journée, on entend le bruit constant à l'extérieur. Et dans la rue, on sent l'odeur de l'essence. Pour moi, l'hiver n'a plus d'odeur de l'air froid, mais celle de générateur. Parfois, nous nous réveillons à cause des alertes, des explosions ou de bourdonnements de charrettes. Les drones que la Russie lance massivement contre l'Ukraine. Ils visent souvent les zones résidentielles, c'est pourquoi nous devons rester et parfois même dormir dans les couloirs ou dans les abris. Nos forces armées interceptent la majorité des menaces, mais il y en a souvent trop. Et les matins, les nouvelles annoncent les destructions et des victimes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Malgré toutes les difficultés et la proximité du front, les jeunes continuent à vivre autant que possible comme les autres jeunes ailleurs. On organise des événements culturels, on va des festivals, dans des bars et restaurants. La vie ne s'arrête jamais. On va au cinéma, on retrouve des amis, on assiste à des concerts. Mais bien sûr, la guerre a profondément changé notre quotidien. Il y a le couvre-feu. Le temps où il est interdit de rester dehors, donc la vie nocturne s'arrête aussi assez tôt, vers minuit. En plus, on doit toujours rester vigilant et surveiller les alertes pour pouvoir se mettre à l'abri à l'heure. La présence d'abri est devenue une condition essentielle pour organiser les événements. À cause de ces contraintes, on a commencé à adapter des sous-sols pour nos activités. C'est plus sûr et ça permet de ne pas être interrompu pendant les attaques. On a aussi complètement repensé les événements caritatifs. Presque aucun événement n'a lieu sans l'implication des bénévoles. On profite de chaque occasion où les gens se rassemblent. Aujourd'hui, chaque Ukrainien est lié d'une manière ou d'une autre à la guerre. Alors, on se réunit pour aider les victimes de terrorisme russe, soutenir notre armée ou participer à les initiatives citoyennes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Notre université développe beaucoup de partenariats en Europe, ce qui nous donne aux étudiants et aux enseignants de vraies opportunités à partir à l'étranger et vivre cette expérience. L'année dernière, j'ai eu la chance de participer au programme Erasmus au Portugal. Honnêtement, c'était une expérience inoubliable et je le conseille vraiment à tout le monde. Il est toujours intéressant de découvrir notre pays et notre culture, rencontrer les nouvelles personnes, étudier dans un environnement différent.
Avec le temps, je suis vraiment tombée amoureuse de Portugal et aujourd'hui encore, je regarde des souvenirs très forts. Mais en même temps, ce changement de réalité était assez déstabilisant au début. S'habituer à vivre les cours sans interruption, voir les avions dans le ciel sans avoir peur, dormir tranquillement la nuit, ne pas entendre d'explosion, ne pas vérifier les alertes en permanence et simplement se sentir en sécurité. Ce sont des choses très simples, mais on comprend vraiment leur importance seulement quand on en est privé. Ce séjour m'a aussi permis de vivre pleinement la vie d'étudiante, assister à des cours en présentiel, faire les présentations devant le public, échanger avec des étudiants internationaux. C'était une expérience très enrichissante. Mais malgré tout, il y avait toujours une inquiétude pour ma famille. Je pense que beaucoup d'Ukrainiens ressentent ça encore plus fortement quand ils sont à l'étranger. Je savais que ma présence ne pouvait pas protéger ma famille, mais c'était psychologiquement difficile pour moi d'être loin d'eux alors que leur vie était menacée. Globalement, je garde une expérience très positive et je suis très contente que notre université continue de développer ses partenariats internationaux et d'offrir ce type d'opportunités aux étudiants. Je vais vous remercier beaucoup pour cette conférence, pour nous avoir invités. C'est très important pour nous de pouvoir partager notre expérience et d'être entendus. J'espère que c'était intéressant et bien sûr, nous espérons pouvoir collaborer avec votre institut dans le futur proche. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Dalia, Anastasia et Sofia. Alors pour les élèves qui sont présents, vous savez comment ça fonctionne ces conférences. On a une première partie où les intervenants, les intervenantes discutent. Ensuite, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va vous passer un micro et Daria, Anastasia ou Sofia pourront vous répondre directement. Comme je vous disais initialement, c'est juste ici. Merci. Initialement, l'idée c'est de pouvoir entamer des dialogues directs avec la société civile. Donc, c'est une chance que vous pouvez avoir là. Donc faites-moi signe pour les questions et on vous passera le micro. Il y en a une première là-haut. Merci pour votre explication et tout. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, de quelle manière l'État assure la sécurité des étudiants? De quelle manière l'État assure la sécurité des étudiants? Oui. Alors, qui veut répondre? Est-ce que vous avez bien entendu? Oui, ok. Je peux commencer. Est-ce que, comme j'avais déjà dit, si il y a des alertes, on doit finir nos cours et les étudiants doivent se replacer dans des habits. À notre université, il y a des habits. C'est pourquoi notre université peut fonctionner dans la manière hybride. C'est pourquoi quelques cours on est online et parfois on peut rencontrer à l'université. Oui, nous avons des abris souterrains bien équipés en cas des alertes aériennes et la plupart de nos bâtiments ont des murs très massifs capables de nous protéger contre le choc des frappes aériennes, malgré notre réalité. Mais les murs massifs aident beaucoup. Alors, pendant qu'on regarde s'il y a d'autres questions, est-ce que les universités sont relativement protégées dans ce conflit? Est-ce qu'il y a déjà eu des attaques contre les universités ou ce sont des lieux qui sont plutôt épargnés? Comme Daria a déjà dit, on avait des précédents quand les universités ont été attaquées. Et malheureusement, mais on n'est pas protégé parce que les Russes, c'est pas grave pour eux tous les droits internationaux humanitaires.
et il attaque tout ce qu'il veut. Et si je peux aider quelque chose, je crois que en réalité, aucun endroit en Ukraine n'est totalement protégé aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes très flexibles. Nous combinons les présentières et le format en ligne et la sécurité reste toujours la priorité pour nous. D'accord. On a une autre question. Allez-y. Oui. Vous avez parlé du fait que, au final, avec le temps, vous vous réorganisez et vous faites en sorte d'essayer d'avoir une vie plus ou moins normale, même si elle est parsemée d'arrêts constants et de moments où il y a du coup des bombes, etc. Mais je voulais savoir, du coup, au niveau de votre état d'esprit, est-ce que c'est plutôt au jour que vous faites les choses, à la semaine, ou est-ce que vous espérez réellement, on va dire, une fin à chaque fois, comme vous pourriez l'espérer avant, etc., une fin de la guerre rapidement, ou c'est maintenant en plus on fait comme on peut pour vivre et on espère que ça s'arrête un jour. Je sais pas si j'étais clair. Alors, je pense, mais je ne sais pas si elles ont entendu la question. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, Très bien. c'est bien entendu. Je peux commencer. Je crois que pour nous, malheureusement, aujourd'hui, c'est la vie quotidienne. Avec les alertes et avec les coupages j'ai oublié le mot. Électricité. L'électricité, merci. Chauffage, oui. Mais quand même, est-ce que je dis déjà, les premières semaines, les premiers mois, nous ne comprenons totalement qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation et dans ces conditions. Maintenant, ça devient plus ou moins comprend et nous vivons notre vie, mais quand même, nous voulons que dans un jour se finit et que nous pourrons vivre notre plus heureuse vie. Alors, on a une question en ligne, donc je vais donner Karine. Est-ce que tu peux... Oui, vous m'entendez? Parfait, on t'entend très bien, on t'écoute. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre témoignage, mesdames. Ma question est la suivante. Nous, sur nos campus, puisque nous avons la chance effectivement de vivre pour l'instant en paix, nous avons un gros tissu associatif, des associations étudiantes qui interviennent aussi pour le bien-être des étudiants, pour la précarité alimentaire des étudiants, des choses comme ça. Donc, je voulais savoir si là, en temps de guerre, chez vous, tout ça a disparu. Est-ce que vous aviez avant des associations étudiantes qui pouvaient avoir un rôle de soutien? Est-ce que ces associations ont complètement disparu ou est-ce qu'au contraire, elles sont encore là, qu'elles jouent un rôle pour vous aider? Ou est-ce qu'elles ont été supplantées par des ONG ou des associations humanitaires? Voilà, quel est le support associatif que vous avez autour de vous? Je peux commencer, je pense. Nous avons le conseil d'étudiantes à notre université. Nous aussi, nous avons le conseil d'étudiantes de Dnipro, de ville en général. Nous avons le soutien psychologique pour notre étudiant et pour notre enseignant, pour notre personnel. Ça fonctionne en format hybride aussi. En ligne, même en ligne et offline, si la situation est faisable. Et aussi, nous avons tous les organisations que nous avons près la guerre, mais il fonctionne en format hybride. Oui. J'espère que j'ai répondu. Oui. Peut-être sur l'aspect humanitaire, peut-être ONG. Est-ce qu'il y a des ONG à vos côtés ou pas?
Non, il n'y a pas, mais officiel NGO, il n'y a pas, mais quand même, nos étudiants, nos collègues, nous faisons cela depuis la guerre a commencé. C'est pourquoi et nous avons beaucoup de nos collègues européennes, spécialement de Zalmoni, qui aident, qui aidaient depuis les premiers jours de la guerre. Et je veux aider un peu, tout petit peu à propos de notre société étudiante. Ils sont très actifs. Je crois que spécialement depuis 2022, ils deviennent plus actifs en organisation des événements. Pourquoi c'est très nécessaire? C'est nécessaire parce que on a nous sommes la plupart du temps online et c'est nécessaire d'avoir les événements non seulement éducatifs et l'association d'étudiants fait ça et renforce la vie étudiante à l'université. Très bien. Merci. On a une autre question en ligne de Jérémy Fabre. Donc Jérémy, on vous écoute. Vous pouvez activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Super. Du coup, oui, je suis à distance. Merci pour votre présentation, toutes les trois. Je suis arrivé il y a pas très longtemps, donc j'ai pas pu assister à l'entièreté. Moi, je suis un étudiant en dernière année, donc à l'école des mines d'Albi, et en ce moment, je mène un projet personnel associatif et je vais aller en Ukraine, à Tchernihiv, pour donner des cours sur l'éco-construction et puis pour toutes les techniques de reconstruction en fait dans le cadre de la guerre. Et je serais peut-être intéressé pour échanger avec vous plus tard pour notamment les traductions ou autres. Et donc en fait, vu que j'ai vu que vous parliez très bien français, si jamais ce serait possible de récupérer vos contacts pour qu'on puisse en parler par mail ou quoi. Oui, bien sûr. Je crois que vous pouvez contacter Alexis pour cela. Nous sommes ouvertes. Ok, Si elle m'en donne super. l'autorisation, je partagerai directement avec vous, Jérémy. C'est vrai que, alors c'est rare qu'on ait des étudiants qui partent en Ukraine en ce moment, donc faites bien attention à vous. Vous nous raconterez tout ça et ça pourra peut-être faire même l'objet d'un événement quand vous reviendrez. Ben oui, pourquoi pas. Après, c'est pas du tout dans la zone des étudiantes qui font la présentation. Moi, c'est au nord de Kiev pour le coup. Mais bon, après, l'expérience sera quand même plus ou moins similaire, quoi. C'est beaucoup plus loin du front pour le coup. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne ou dans la salle? Moi, si c'est pas le cas, j'ai une question pour vous toutes les trois. Est-ce que vous avez déjà, depuis 2022, considéré de quitter l'Ukraine? Parce qu'il y a énormément d'Ukrainiens qui ont fui le pays, qui se sont réfugiés dans d'autres pays plus sûrs. Est-ce que vous l'avez déjà considéré? Je peux commencer. Oui, mon histoire, c'est que j'ai quitté l'Ukraine au début de la guerre. Je suis partie avec mon enfant parce qu'il il est très petite. Il était juste 2 ans quand la guerre commençait et j'ai vécu environ 6 mois en Allemand. À ce moment-là, ma décision n'était pas seulement pour moi. Je devais aussi penser à mon enfant et sa sécurité. Nous avons préparé une valise en pensant partir pour maximum 2 semaines, mais finalement, nous sommes restés 6 mois, comme j'ai déjà dit. Et après, je suis revenue en Ukraine parce que j'ai compris que je voulais être ici avec mon équipe, avec mes étudiants, avec mon université, et j'ai compris que c'est pas trop dangereux à notre ville. Voilà, c'est mon histoire. Oui, je peux continuer. Je ne considérais de quitter l'Ukraine du tout parce que je ne voulais pas quitter mes parents et mon petit ami.
Et même comme Daria, je veux être ici avec mon université, mes parents, les petits amis, bien sûr, et avec mes amis. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont émigré d'Ukraine, particulièrement c'est en Allemagne. Ok. Ok, je peux partager mon expérience. Oui, j'ai considéré cette opportunité de quitter l'Ukraine, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté l'Ukraine et ils sont réfugiés dans les autres pays. Et pour moi, c'est pas le choix. Je veux pas être une réfugiée, vraiment. Je reste en Ukraine et je pense que beaucoup des Ukrainiens pensent comme ça parce que on veut vivre notre vie complètement et pas commencer du début ou quitter notre famille, notre travail ou université. Et oui, merci. Et quelle est la principale difficulté au quotidien pour vous? Parce que vous nous en avez énuméré, vous avez donné beaucoup de difficultés, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour vous personnellement? Je peux commencer cette fois. Pour moi, je pense que c'est l'influence cognitive de l'état de notre pays. C'est le stress, de attaques, influence à notre vie quotidienne. Et quand nous sommes à l'étranger aussi, cette influence cognitive, elle est présente. Parce que nous avons peur des bruits forts, même à l'étranger. Et c'est assez simple de comprendre que c'est un Ukrainien à l'étranger parce qu'il a peur des bruits forts. C'est l'influence cognitive très dramatique et tragique. C'est la principale difficulté pour moi. D'accord. Oui, moi je suis d'accord avec Anastasia. C'est vraiment difficile d'être toujours vigilante à cause de conditions où on habite. Et on ne veut pas entendre les bruits forts, même si c'est pas à cause d'attaques, mais aussi juste du quotidien. Et je veux dire que sur mon expérience, on ne le ressent pas en Ukraine, mais quand on est c'est pour moi. Peut-être que quelqu'un le ressent. Et bien sûr, tout le monde est différent. Mais à l'étranger, j'ai été étonnée. Et pas positivement. Et Dalia? Et pour moi, peut-être la principale difficulté aujourd'hui, c'est l'incertitude. On ne sait pas toujours comment la journée va se passer. Et cela influence beaucoup notre travail et notre vie quotidienne. Il faut s'adapter toujours, il faut réorganiser le temps et quand même rester concentré malgré le stress. Ok. On a une question dans la salle. Ma question est, si j'ai bien compris, vous aimez bien votre pays. Vous avez parlé par rapport à la difficulté de chauffage. J'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas eu à faire une demande pour que l'État puisse vous aider à utiliser des anciens systèmes de chauffage? Non, c'est pas possible pourtant parce que le chauffage
est égal à l'électricité. Quand on n'a pas électricité, on n'a pas de chauffage. C'est travail comme ça. C'est pourquoi cet hiver, il est vraiment très dur parce que on n'avait pas d'électricité pendant un jour ou 2 jours. Et quand Anastasia avait dit dans sa présentation que la température dans notre université ou notre appartement était 10 degrés, 8 degrés. D'accord. Ok, merci. On va passer. Karine, on te redonne la parole. On t'écoute. Merci. Alors, je vais poser une question, mais d'abord, encore une fois, je vous remercie et surtout, voilà, faut pas vous soyez surpris ou offensés par nos questions parce que à la fois, malgré les informations qu'on peut avoir sur votre pays, bah c'est pas du tout la même chose, bien sûr, que d'y être. Même de vous entendre, ça nous donne une petite idée, mais voilà. Donc, il est possible qu'on dise des choses qui peuvent vous surprendre, peut-être même vous blesser. Donc, je m'en excuse à l'avance parce que c'est pas facile pour nous. On ne peut pas. On peut comprendre ce que vous dites, mais on ne peut pas être complètement à votre place. Alors, moi, la question que j'avais. C'est parce que là aujourd'hui j'ai 3 femmes devant moi et à votre avis est-ce qu'il y a une différence avec les hommes chez vous? C'est-à-dire que d'abord est-ce que hélas l'effort de guerre a fait que vos camarades hommes ou collègues sont la plupart au front? Première question. Ou est-ce que dans une université aujourd'hui il y a encore tous les jeunes hommes qui étaient avec vous? Et est-ce que vous diriez que vous avez la même résilience? Est-ce que ça a changé la solidarité ou est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez la même réaction ou les mêmes ressorts de confiance ou en tout cas la même énergie que celle que vous nous montrez là ce soir? Est-ce que voilà, comment vivent les étudiants ou les collègues masculins la situation en Ukraine en ce moment? D'accord, peut-être je vais commencer parler à l'université. Comme j'avais dit, j'étais l'année dernière le vice-rectrice de développement stratégique de l'université. Et pour histoire de l'université, de notre université, moi, j'étais la première femme dans le top management de l'université. Je dis de recteur et vice-recteur. Mais quand même, si on va parler des deans de l'université, des chefs des départements, il y a, je crois que 50% des femmes et 50% des hommes à notre université. Et je dirais qu'en principe, il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes au travail, surtout à l'université, je crois. Les compétences, la motivation et le professionnalisme ne dépendent pas de gender, je crois. Dans la réalité, certaines différences peuvent exister. Par exemple, dans les parcours de carrière ou dans la manière dont les responsabilités sont reparties. Mais je veux dire encore que maintenant, les femmes en Ukraine doivent savoir faire beaucoup de travail que les hommes faisaient devant la guerre. Pourquoi? Parce que beaucoup les hommes ont la guerre et quand même les entreprises, les universités doivent fonctionner. C'est pourquoi les femmes maintenant font beaucoup de travail masculin. Très bien. Alors. Ok, très bien.
Merci Dalia. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle ni en ligne, je pense qu'on va vous libérer. On va vous remercier Sophia, Dalia et Anastasia pour votre temps. On espère donc que le projet Erasmus sera lauréat et que vous pourrez venir un jour nous rendre visite ici en présentiel à Albi. Et on vous remercie donc pour votre temps, pour vos témoignages. Passez une excellente fin de journée et en espérant nous vous voir ici très bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette Merci opportunité. beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.